ça va? Monsieur le ministre, monsieur le maire, monsieur le recteur, mesdames et messieurs, surtout chers, j'ai le droit de dire encore chers élèves, je suis heureux d'être avec vous pour cet après-midi et cette discussion. Évidemment, vous connaissez toute l'histoire, donc j'ai compris un petit peu ça mon intérêt aujourd'hui, c'est de ne pas vous parler du passé, mais de l'avenir. On s'est dit qu'on va faire des introductions courtes pour vous laisser le temps de poser des questions. J'aimerais dire par rapport à la situation d'aujourd'hui que, en fait, il y a trois dimensions par lesquelles on voit que le monde dans lequel on vit bouge, le monde dans lequel on vit est compliqué, ça c'est une des raisons principales pour lesquelles le franco-allemand aujourd'hui, au service de l'Europe, est d'une importance capitale. Je développe en deux temps. Quelles sont les choses qui bougent? On voit le rapport entre les grandes, ce qu'on appelle en France les grandes puissances, les grandes entités, dans les dernières années, qui se sont durcies avec la Russie, entre la Chine et les États-Unis, aussi par rapport à l'Europe, peut-être quelque chose pour lequel nous sommes le moins bien préparés, parce que nous sommes des gentils. Mais on vit dans un monde qui devient plus dur. La deuxième chose qu'on voit, c'est que des conflits et des conflits armés dans notre entourage, dans notre voisinage, se multiplient et c'est toujours le voisinage de l'Europe. C'est Proche-Orient, c'est en Afrique, c'est en Ukraine. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et la troisième dimension, nous sommes ensemble devant des défis horizontaux, si on veut, transversales, qui nous touchent tous, auxquels aucun de nos pays peut réagir tout seul. C'est le climat, c'est les questions migratoires, c'est la transformation digitale, il y en a d'autres. Et dans tout ce monde qui bouge et qui nous pose devant des défis importants, la relation entre l'Allemagne et la France au cœur et au service d'une Union européenne est absolument capitale à un niveau bilatéral, à l'intérieur et pour faire avancer l'Union européenne, mais aussi dans les questions internationales, que ce soit les efforts de deux pays pour l'accord, faire avancer l'accord de Minsk concernant l'Ukraine et la Russie, que ce soit les efforts communs pour garder une situation gérable, au moins autour de l'Iran ou autre sujet. Donc, en très peu de mots, si dans ce monde qui est plein de ces défis, de ces complications, nous n'arrivons pas à se mettre d'accord entre Français et Allemands, on fait une erreur capitale. Je ne pense pas qu'on va le faire, je pense que les responsables politiques sont très conscients de cette responsabilité. Ça ne veut pas dire que chaque décision est facile à prendre. Donc il y a toujours le franco-allemand, monsieur le ministre, c'est toujours aussi du travail. Mais c'est du travail qui est nécessaire et qui est productif. Voilà, je m'arrête là pour quelques mots d'introduction. Monsieur le ministre, je vous passe. Mesdames et messieurs, et tous nos jeunes amis, je ne sais pas quel est le bon terme, je suis très content de me retrouver ici à
à Verdun. Je suis très content d'être venu avec mon ami l'ambassadeur Meyer Landrut, qui est un remarquable ambassadeur d'Allemagne à Paris, qui connaît très très bien notre pays. On aimerait que beaucoup de Français connaissent l'Allemagne comme lui connaît la France. Ça serait remarquable. En plus, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Le premier point, c'est qu'on ne peut pas en rester aux commémorations. Je dis ça alors que moi-même, j'ai eu la chance, ayant été appelé très 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 jeune et très tôt par François Mitterrand, j'ai eu la chance de vivre toute l'épopée. J'étais à Verdun le jour de la poignée de main. J'ai calculé un jour que j'avais participé à quelque chose comme 115 rencontres Kohl-Mitterrand. C'est hallucinant quand on dit ça comme ça. Bon, donc j'ai participé à... J'ai entendu tous les discours possibles et imaginables, certains magnifiques. J'ai participé à toutes les formes de commémoration, mais ça ne suffit pas. Au bout d'un moment, même à Verdun, on doit pouvoir oser dire ça. À un moment donné, on a atteint, notamment par rapport à des gens jeunes, voire même moins jeunes que ceux qui sont là au fond, une forme de saturation. Les gens savent très bien que c'est très important, que ce processus est extraordinaire, que ce qui a été fait est magnifique pour reconstruire quelque chose. Bon, c'est très bien tout ça. Mais à un moment donné, on est en 2019. Et en effet, on est dans un monde qui n'a pas grand-chose à voir avec les espérances sympathiques des Européens, notamment après la fin de l'Union soviétique. Rappelez-vous que quand elle s'est effondrée, le penseur américain Fukuyama a dit « c'est la fin de l'histoire parce qu'on a gagné, la démocratie, le marché ont gagné, fin de l'histoire, faute de combattants ». Plus personne ne peut contester ça. Et s'il y a des pays récalcitrants, on va les ramener à la raison rapidement. C'est l'époque où Huntington lui avait dit « mon pauvre ami, tu te trompes parce qu'on est au contraire menacé par un clash des civilisations, d'où un débat pendant des années et des années sur lequel des deux a le moins tort ». Bon. En tout cas, les Européens étaient, à mon avis, fukuyamesques avant Fukuyama depuis longtemps. Ils sont sympas, les Européens. Vous avez dit, on est gentils, c'est ça. Et alors, Zygmunt Gabriel, qui était président du SPD chez vous, un parti de gauche, centre-gauche chez vous, qui était un ministre important, il a dit il y a quelques mois quelque chose que je trouve formidable. Il a dit, attention, nous sommes des herbivores géopolitiques. Il parlait contre des Allemands, mais ça s'adresse aux Européens, on peut dire. Hein, bon. Nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Et bientôt, des véganes, et on va finir comme des proies. Vous voyez, ça fait réfléchir quand même. Alors moi, je dis ça depuis longtemps, mais sous une forme qui est trop franco-française pour que ce soit exportable. Je disais, nous avons cru dans le monde des bisounours. Alors, je ne crois pas que ça soit traduisible en allemand, les bisounours. Et en fait, on est dans Jurassic Park. Bon. Ce que notre ami Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, appelle un monde chaotique. Chaotique, c'est pas la guerre, hein. C'est pas la guerre générale demain matin. Simplement, c'est instable, c'est volatile, et ça ressemble pas beaucoup à ce qu'on avait espéré. Vous savez, l'Europe, elle est rayonnée par sa supériorité morale, nos fameuses valeurs automatiquement universelles, nos normes, tout ça. Bon, c'est pas entièrement faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus. Bon, on est dans un monde tout à fait différent. Et les États-Unis ne recontrôleront jamais l'ensemble du système, à eux seuls, même si je les ai appelés hyperpuissance dans la décennie 90. Même la Chine ne dominera pas tout le système, puisqu'à l'Inde, les émergents ne sont pas assez d'accord entre eux pour s'unifier, pour se venger des pays qui les ont colonisés, tant mieux quelque part, mais enfin en tout cas, ils ne peuvent pas structurer le monde. Les Européens ne sont pas assez d'accord entre eux, en fait, pour se vider même d'une puissance européenne, mais c'est tout un débat pour nous, ça. Est-ce qu'il ne faut pas donner quand même un contenu à cette idée? Bref, on va rester. Les Nations Unies et compagnie, c'est un cadre simplement, ce n'est pas une puissance qui peut organiser le monde. Donc il faut s'attendre durablement à être dans un système chaotique, variable, avec, vous l'avez dit, des grandes questions globales, comme on dit. Et attention sur ce point, il n'y aura jamais de président global du peuple global. Ça n'existera jamais. Donc quand on dit, attention, c'est des questions globales, il ne faut pas que ça soit traduit par « ah bah du coup, ça ne me concerne plus, moi j'ai rien à faire ». Ah mais ça c'est l'Europe, ah bah que l'Europe se débrouille, moi j'y peux rien. Vous voyez, ce genre de réflexe est très dangereux. Donc il ne s'agit pas de s'en remettre à l'Europe. Il ne s'agit pas de s'en remettre à la communauté internationale qui n'existe pas encore si on arrive à la construire. On est en fait sur le terrain classique, pour parler un mot beaucoup plus simple, de la coopération internationale. Donc ça dépend comment on s'organise nous les uns et les autres pour précisément
accélérer l'écologisation, qui est la réponse nécessaire aux grandes menaces climatiques, enfin, toutes sortes de trucs qu'il faut co-gérer, y compris les flux migratoires, qu'il faut co-gérer avec les pays de départ établis. Donc on revient sur la coopération. Donc on revient à qui coopère avec qui. C'est là où on revient à la question des Européens. Bon. Et alors les 27, c'est très bien, mais ils ont toujours un peu de mal à se mettre d'accord opérationnellement sur les choses. Ils créent un cadre général dans lequel nous sommes, tant mieux. Mais quand on cherche le moteur opérationnel de ça, on en arrive à l'Allemagne et à la France, forcément. Alors quand le décalage entre les deux est trop grand, parce que l'Allemagne a su faire des réformes qui n'ont pas plu à tout le monde, enfin qui a remis l'Allemagne au premier plan en termes de compétitivité, quand il y a un décrochage et qu'on a le sentiment en France que l'Allemagne joue un peu perso, en fait, c'est pas son intention, ça va pas aller très loin, et puis il n'y a pas de solution de remplacement, en fait, entre Allemagne et France. Ça va pas être Allemagne-Pologne, ou France-Italie, ou je sais pas quoi, il n'y a pas de solution. Il y a des tas de coopérations complémentaires sympathiques, mais il n'y a pas de moteur de remplacement, en fait. Donc même quand vous avez l'impression, et lui il le sait encore mieux que nous tous, parce qu'il est au cœur de toutes ces tensions, même si vous avez l'impression parfois que la France et l'Allemagne d'aujourd'hui, derrière les beaux discours, en fait, ne sont pas d'accord sur grand-chose, il y a un mécanisme, il y a des habitudes, il y a un cadre, il y a quand même une approche d'ensemble, une sorte d'homogénéité qui n'est pas dans le détail, mais qui existe là. Et quand on veut vraiment avancer sur un sujet, on voit bien que si la France et l'Allemagne ne se sont pas remis d'accord, ce qui est, vous l'avez dit, compliqué, oui c'est compliqué, quand la France et l'Allemagne ne sont pas vraiment d'accord, ça ne fonctionne pas bien. C'est mon expérience longue, et je crois la réalité d'aujourd'hui. Donc, à mon avis, il faut aborder les sujet par sujet, problème après problème, en disant est-ce que là-dessus, la France et l'Allemagne ont une réponse commune? Si elles ne l'ont pas encore, pourquoi? Est-ce qu'on tombe sur des fondamentaux qui fait que la France ne bougera pas du tout, l'Allemagne non plus, donc ne perdons pas de temps. Si ce n'est pas des fondamentaux, il faut parler plus. Après, on tombe sur la réalité politique, les conditions en Allemagne, l'opinion en France, l'information continue qui est une catastrophe en France, mais qui est beaucoup moins toxique en Allemagne. On tombe sur des choses, ça veut dire que c'est à reconstruire tout le temps. Même si on prend les grandes périodes mythiques d'Adenauer, de Gaulle, évidemment, mais Giscard, Schmitt, on fait des grandes choses ensemble. Mitterrand, Kohl, Delors. Moi, je n'ai jamais vu être d'accord automatiquement. Hein. Jamais. Jamais. D'ailleurs, Mitterrand avait à l'époque une interprète qui aimait beaucoup, qui est malheureusement décédée depuis, que j'appelais Brigitte Stophaes, vous avez connu forcément. Et alors, dans l'hélicoptère, dans l'avion, il la faisait beaucoup parler, mais pas sur les dossiers politiques, il n'y a pas besoin d'elle, mais sur des tas de petits détails quotidiens, un événement, les jours fériés, je sais pas, un fait divers, tout ça. Et on voyait qu'au point de départ, c'était complètement différent. Pas antagoniste, mais pas pareil, en fait. Donc on voyait que même après des décennies, je vais dire, sans choquer personne, de religion d'État sur l'amitié franco-allemande, c'est quand même deux pays, deux peuples très différents. Et c'est un fait, c'est pas du tout chagrin, ma remarque, c'est un fait. Donc, chaque fois qu'on se dit, par rapport à tel sujet, je sais pas quoi, la Russie, les questions écologiques, l'avenir de l'industrie, enfin, tous les sujets, le fait que la France et l'Allemagne ne soient pas automatiquement sur le même point de départ, c'est pas un problème. Simplement, comment on aborde ça? Comment on travaille ensemble? Comment on crée des priorités? C'est ça la question d'aujourd'hui. Et en fait, d'aujourd'hui et de demain. Voilà. Je sais qu'il y a des questions parmi les lycéens. On va commencer par les questions des lycéens. Levez la main que je vous repère simplement. Voilà, le premier. Donc, bonjour, Votre Excellence, Monsieur Nicolas Meyer-Landru, et bonjour, Monsieur Hubert Védrine. Donc, moi, je suis un élève de Jeanne d'Arc en première, à Bibac, et j'aimerais vous poser une question.
wird die deutsch-französische Freundschaft ohne Merkel überleben? Est-ce que l'amitié franco-allemande va survivre au départ de Madame Merkel? Ma première réponse, c'est que le départ de Madame Merkel n'est pas pour demain. Donc, oui. Elle est élue encore pour 2 ans. Donc, comptez sur elle, d'abord. Deuxièmement, un peu dans le sens que disait Monsieur le ministre, si vous voulez, il y a je dirais presque une raison d'État par tout responsable allemand qu'il faut trouver les avancées, les compréhensions, les accords avec le partenaire français. Et ça, c'est une conviction politique très profonde, partagée par tout responsable. Et j'utilise à bon essence le mot responsable. Évidemment, j'ai aussi des gens qui ne partagent pas cette idée, mais ils ne sont pas responsables. Et cette conviction fait que dans les moments où c'est nécessaire, le travail de rapprochement et le travail de compréhension est fait. Il y a 2 autres choses qui sont très importantes. La première, c'est qu'entre les 2 sociétés, entre les 2 pays, nous avons aujourd'hui un tissu de relations à tous les niveaux qui est très important et qui porte la relation, même dans les moments où sur une question politique, il peut y avoir un désaccord. Et cette partie de la société, à la fois française et allemande, demande aussi à nos dirigeants de se mettre d'accord. Ils attendent ça. Il y a une attente dans les opinions publiques quand on fait des sondages sur ces choses qui sont assez impressionnantes. Et donc, la deuxième chose, et ça, je vous le dis aussi à ceux qui étudient encore, il faut qu'on veille à ce que suffisamment de gens apprennent la langue de l'un et de l'autre. Vous avez besoin de la langue pour comprendre, et on ne va pas s'entendre à l'avenir si on est incapable de se comprendre. C'est peut-être un jeu de mots, mais c'est très important. C'est extrêmement important. Si les Français et les Allemands finissent un jour par se parler plus qu'en anglais, on ne se comprendra plus et on ne s'entendra plus. Donc, l'investissement dans la connaissance de l'autre, à travers la langue et à travers les échanges, à travers les autres moyens qui existent, est capital pour maintenir ce tissu. Et sur ce tissu se superpose une volonté politique, une responsabilité politique de savoir qu'il faut travailler ensemble, qui sera partagée aussi par les responsables allemands qui suivront le jour venu à la chancelière. Là aussi, je suis vraiment d'accord. La question de est-ce que l'amitié franco-allemande est liée à telle ou telle personne, c'est une question complètement dépassée, en fait. Complètement dépassée. Il a raison. D'ailleurs, même quand certains chanceliers allemands, au début, ont commencé à dire, bon, la relation avec la France, ok, mais c'est quand même un peu contraignant, et puis en plus, ça va, on a réglé les choses, on est réconciliés, bon, pas de problème. Ils sont revenus, au bout d'un moment, à la nécessité de cette relation franco-allemande, même s'il faut donc la construire tout le temps. Même chose du côté français. Tous ceux qui ont dit, mais qui ont été tentés à un moment donné par l'idée d'échapper à cette relation franco-allemande en faisant l'Europe du Sud ou des choses comme ça, ça peut fonctionner en plus, ça ne peut pas fonctionner à la place. Donc les uns et les autres, même ceux qui n'avaient pas d'emblée une conviction aussi claire dans leur tête que ce que vous avez exprimé, reviennent à cette nécessité. Donc ce n'est plus du tout lié à des personnes. Tant mieux. On va prendre une seconde question, peut-être. Levez la main, les élèves. Voilà. Bonjour Monsieur l'ambassadeur, bonjour Monsieur le ministre. Aujourd'hui, élève en classe de première au lycée Saint-Louis.
J'aimerais vous demander si l'Union européenne est-elle toujours une terre d'accueil. Une terre d'accueil. La question n'est pas... La question ne se pose pas uniquement à la France, elle se pose dans le monde entier. Ce n'est pas une question française ou européenne. Et je vais être brutal là-dessus. Si on continue à admettre que le droit d'asile soit totalement détourné de son objet, qui consiste à donner asile à des gens en danger, persécutés, menacés dans leur vie pour des raisons de race, de sexe, de religion, de politique, etc. Si on continue à accepter que ce soit utilisé par un système de passeurs dans toute l'Afrique, ce qui leur rapporte plus que la contrebande de la drogue, pour être un système dévoyé d'immigration illégale, dans 10 ans, il n'y a plus d'asile en Europe du tout. Donc il faut avoir le courage de distinguer. Il faut revenir à l'asile vrai, avant qu'il soit détourné. Et l'asile est une... Là, il ne faut pas y renoncer, il faut même le resanctuariser. C'est aussi vieux que l'Europe, même avant les républiques, l'asile dans les églises, tout ce qu'on veut. C'est l'âme de l'Europe, on va dire. Mais pas comme un système pour, qui soit détourné. Donc je pense que la vraie réponse, qui va être apportée pas que par la France ou l'Europe, la France et l'Europe dans le cadre d'un Schengen remis sur pied, mais aussi par toutes les zones dans le monde, riches et attractives, où vont des gens parce qu'ils veulent en effet avoir une vie meilleure, ce qui est tout à fait compréhensible de leur point de vue. Vous voyez, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, l'Australie, le Canada, une partie de l'Amérique du Sud, les États-Unis, malgré Trump. Moi, je pense que dans toutes ces régions du monde, il va s'imposer une sorte d'un accord, après beaucoup de disputes pénibles, consistant à co-gérer les flux migratoires, qui n'est pas la même chose que la demande d'asile, avec les pays de départ et de transit. Il y a des pays intermédiaires comme le Maroc, par exemple, qui n'est plus beaucoup une terre de départ, et qui est encore une terre d'arrivée, enfin, qui est déjà une terre d'arrivée, et donc un pays intermédiaire. Il essaie de co-gérer avec le Niger et compagnie, vous voyez. Donc là, il y a une co-gestion. Donc c'est pas une question morale, en fait. C'est pas une question de grands principes. C'est une question de chiffres, en plus. S'il y avait dans le monde entier 10 millions de gens qui disent on aimerait trouver asile en Europe, on dirait ben, venez demain, il n'y a aucun problème, on va s'arranger. Bon. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Donc il faut que les gens aient en tête la réalité démographique du monde. 7 milliards d'habitants, 8, 9, 10. Il y a les 4/5e des gens vivent plus mal qu'en Europe. Donc il faut sauver l'asile en le redéfinissant rigoureusement, si on veut le sauver, et d'autre part, co-gérer les flux. Et en général, c'est abordé sur un mode politicien ou moraliste, mais qui n'apporte pas de solution. Alors en plus, puisque la question était sur l'asile en France, donc ça me concernait plus, la France est le pays qui reçoit le plus grand nombre de demandeurs d'asile et qui accepte le plus grand nombre de gens. Et les gens non acceptés ne repartent jamais. Alors je ne lance pas la discussion sur les abus de l'aide médicale, et évidemment des abus, est-ce qu'ils sont centraux, j'en sais rien, mais simplement, les gens qui demandent l'asile, ils arrivent, on met tellement longtemps à répondre, qu'après les enfants sont à l'école, on ne va pas renvoyer des gens dont les enfants sont à l'école, et où est-ce qu'ils iraient, on ne sait pas. Donc une espèce de lenteur bureaucratique, et ça c'est connu par tous les passeurs jusqu'au fond de l'Afrique. Par où il faut rentrer. Et comme la plupart de ces gens qui ne relèvent pas de l'asile au sens des grands traités internationaux, ni du droit international, se voient refuser en Europe, ils redemandent en France. Donc les demandes d'asile vraies ont continué, les demandes d'asile abusives ont été rejetées dans les autres pays d'Europe, et tout cela vient en France. Et la France est complètement embarrassée parce qu'elle n'arrive pas à sortir d'une approche confuse et morale du sujet. Donc là aussi, on va aller vers une clarification. J'ajouterais que ce n'est pas du tout humain de vouloir maintenir ce système, parce que le système actuel prive les pays d'Afrique de leurs élites. Les gens qui tentent de partir, ils sont courageux, jeunes, auto-entreprenants. Ils sont formidables. Ils arrivent à récupérer entre 5 et 10 000 euros
Ils s'endettent auprès de la famille, du village. Après, ils sont coincés par rapport à ça. Ça engraisse les passeurs. Donc, qu'on dise à l'arrivée, évidemment, il faut soigner une famille qui est dans la rue, il y a des enfants. Bien sûr qu'il faut les soigner. Il y a des gens qui risquent de se noyer. Évidemment qu'il faut les sauver. Évidemment. Mais on ne peut pas faire ça et ne pas essayer de reprendre le contrôle du mécanisme de traitant à la source. C'est pas du tout humain et généreux, ni brillant, d'alimenter le business des passeurs. Hein. Pas du tout. Et encore une fois, c'est pas très humain de priver les pays d'Afrique de leurs éléments les mieux. Alors après, il faut que ces gens aient des raisons de rester dans leur pays, évidemment. Il faut que ces pays se développent, qu'ils puissent faire leur avenir là. Bon, on retombe sur toute la question de pas tellement de l'aide, parce qu'ils veulent plus d'aide, ces pays. Ils veulent du transfert de technologie, ils veulent de l'investissement, ils veulent des choses comme ça. Tout ça est lié. En tout cas, on ne peut pas en parler comme si il y avait une sorte d'Europe ratatinée sur elle-même, méchante, pas assez généreuse, alors que ce serait un problème facile à régler. Non, c'est un problème compliqué. Et si vous regardez ce qui se dit en Afrique du Sud, par exemple, en Afrique, dans le débat public, les gens se disent envahis par le sud de l'Afrique, parce que maintenant il y a plus de jobs possibles en Afrique du Sud qu'au Zimbabwe, par exemple. Bon. Et donc, dans le débat public en Afrique du Sud, ils disent qu'il faut fermer l'Afrique du Sud, il y a ras-le-bol. Et ils emploient contre les gens du Zimbabwe, du Nigeria et autres, des termes beaucoup plus violents que ce que dit Marine Le Pen ici. Donc, bien sûr, il faut faire mieux. Bien sûr, il faut intégrer mieux les gens qu'on a acceptés au titre de l'asile. Il faut intégrer mieux les gens qu'on a acceptés au titre de l'immigration légale, co-gérée, négociée. Mais il ne faut pas partir de l'idée qu'on se conduit mal. C'est pas vrai aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est. Même si on peut faire donc beaucoup mieux. Voilà une question qui nous vient du lycée Faber de Metz. Bonjour. Permettez-moi de Pardon. rajouter. Vous n'allez pas avoir entre nous beaucoup de disputes sur la base de l'analyse, je le partage, mais je voulais vous donner une toute petite illustration sur les chiffres en Allemagne, où il y a eu donc un très grand nombre de personnes qui sont arrivées en 2015-2016, plus d'1,5 million en 2 ans. Dans ces demandes d'asile traitées par l'organisme allemand, donc, qui doit examiner chacun de ces demandes, le nombre de personnes qui ont obtenu un titre d'asile politique au titre des conventions internationales pour persécution individuelle, pour donc tout ce qui est race, religion, tout, est moins d'1%. Moins d'1%. Et évidemment, ces gens, il faut les protéger. Après, il y a à peu près, c'est des chiffres globaux, mais il y a à peu près 20% qui ont 20 à 30% qui ont une protection en tant que réfugiés, donc la Convention de Genève. Mais il y a, après, il y a un certain nombre de personnes que pour des raisons des difficultés dans leur pays, la situation qu'on ne renvoie pas. On les protège parce qu'il y a une impossibilité de leur envoyer dans leur pays d'origine. Mais il reste 50% qui sont, après examen honnête, pendant qu'ils ont été soutenus dans le pays et tout, où une demande d'asile est rebootée. Et là, si on n'est pas capable d'aussi donner suite à ce type de décision, ça veut dire que les gens, à partir d'un certain moment, s'ils doivent quitter le pays, comme vous le dites, on détruit le droit d'asile, parce qu'après, il n'y a plus de... On ne distingue plus entre les différentes choses. Et pour gérer ce type de situation, je suis profondément convaincu que là aussi, les systèmes entre la France et l'Allemagne, et plus largement à l'intérieur de la zone Schengen, doivent être beaucoup plus harmonisés, pas nécessairement dans un sens juridique, mais harmonisés pour qu'on fasse ces efforts aussi de coopération avec les pays de transit d'origine ensemble, qu'on trouve une approche qui évite qu'il y ait après ça ce qu'on appelle, ce que vous avez décrit comme migration secondaire, que les gens, une fois en Europe, s'ils rencontrent une difficulté par ailleurs. Donc il y a vraiment aussi dans la gestion vers l'extérieur, mais aussi vers la gestion à l'intérieur de l'Union européenne, un énorme progrès possible et souhaitable. Merci, Votre Excellence. Nous avons une question du lycée Faber de Metz. C'est tout au fond. Bonjour, je
suis élève au lycée Faber de Metz, en première à Bibac. L'Union européenne peut-elle faire face à la montée du populisme et de l'extrême droite? Comment? Bon, c'est un sujet extrêmement important, un sujet qui, dans le débat politique allemand, est très présent depuis depuis quelques années, avec un mouvement qui s'est implanté dans le paysage politique allemand, mais qui a fait plusieurs mues, y compris avec les représentants de ce parti. C'était au début anti-euro, après c'était anti-réfugiés, aujourd'hui c'est anti-islam, pour faire court. Donc, il y a une évolution en fonction des sujets. Je pense qu'il faut, à la question comment traiter ce phénomène, il faut regarder plusieurs choses. D'un côté, il faut essayer de comprendre pourquoi dans certaines régions, dans certains territoires, il y a une si grande frustration, déception, manque d'adhésion au travail collectif. Et ça peut être des raisons multiples. Ça peut être des régions où il y a beaucoup de gens qui sont partis, où il n'y a pas d'avenir économique, il y a un manque de desserte médicale. Il peut y avoir des raisons réelles pour lesquelles les gens sont frustrés dans certaines régions. Je parle de l'Allemagne, je ne parle pas de la France, et auxquelles il faut être attentif et où il faut essayer de donner des réponses sur le fond. Je pense que le développement de nos sociétés a besoin de prendre au sérieux les besoins des régions moins peuplées. On ne peut pas vivre que des métropoles. La deuxième chose, de l'autre côté, je pense que dans le discours politique et dans le débat politique, il faut aussi être très clair et dénoncer les approches et les expressions et les attitudes là où ils sont xénophobes, antisémites, racistes, tout ce que vous voulez, et ne pas en quelque sorte laisser passer. Et on voit en Allemagne, d'une certaine manière, une utilisation d'une langue qui est proche ou qui emprunte à la langue des nazis et qui appelle, qui a des appels sans être explicite. Et ce genre de choses, il faut les dénoncer. Il faut dire ce qui est derrière, ce qui est arrivé. Et on a dit en introduction que, effectivement, la construction de l'avenir est plus que la mémoire, mais la mémoire de ce qui s'est passé doit aussi nous instruire dans ces types de débats, et ça, c'est un élément important dans l'éducation et dans la compréhension des situations. Donc, prendre au sérieux, si je résume, prendre au sérieux les raisons des frustrations, mais être implacable dans la dénonciation des racismes, des haines, des antisémitismes, de tous ces types de propos. C'est une question énorme, très très intéressante. On pourrait la traiter par la plaisanterie, enfin ça s'y prête pas beaucoup, mais en disant que dès qu'il y a peuple, il y a risque de populisme. Dès que quelqu'un dit « je vais tenir compte de ce que demandent les gens », ah non, jusqu'où? Donc on pourrait dire que le seul endroit où il n'y a aucun risque de populisme, c'est Monaco. Mais dès qu'il y a peuple, dès que les gens votent, bon, tout ça. Ça, c'est une demi-plaisanterie. En réalité, je pense que la question se pose
à peu près dans toutes les démocraties dans le monde, là où le peuple, le corps électoral, et pas simplement les classes populaires, commencent à dire mais nous on n'est plus d'accord avec la façon dont tourne la mondialisation, la façon dont l'Europe se poursuit, en fait, on n'est pas d'accord avec tout ça. Et vous arrivez donc à des votes comme le Brexit, à l'élection de Trump, mais aussi à l'élection du président des Philippines. Regardez en Tunisie, la preuve que c'est une démocratie maintenant très développée, c'est qu'ils peuvent également élire n'importe qui. Enfin, ça n'a rien à voir avec en tout cas les structures politiques. L'Ukraine, on se dit, mais c'est pas entièrement négatif. Donc il y a des personnages qui surgissent, qui sont en dehors du système politique, qui peuvent être ça sera l'avenir, vous voyez, une star du foot, quelqu'un de la télé, tout ça. Bon, c'est le populisme sous sa forme un peu soft, ça, par rapport à ça. Et c'est les peuples. Qu'est-ce que vous voulez dire contre ça? Évidemment, on peut dire, en comparant aux années 30, parce qu'à mon avis, il n'y a pas du tout le sujet, mais on peut dire c'est dangereux quand on met en cause les élites, il y a tout un processus. Je pense donc qu'il faut ne pas accepter tout ce qui est demandé, mais il faut être capable de l'entendre, comme vous avez dit, de le prendre au sérieux. Dans l'affaire de la mondialisation, on voit bien que la mondialisation la plus aiguë depuis une trentaine d'années, on pourrait remonter à l'origine du monde, mais je parle de l'américano-globalisation. On voit bien que petit à petit, il y a une partie des corps électoraux qui ont cessé de croire que c'était tout à fait bon pour eux. Puis ça a gagné les classes moyennes. Ils ont fini par penser que c'était bon que pour les riches, ou les super riches, ou 1% des gens. Bon, là vous avez des décrochages, et à l'arrivée vous avez Trump, qui n'est pas un accident. On peut être épouvanté par sa vulgarité, mais il représente quelque chose politiquement, et il peut tout à fait être réélu, même si on n'en est pas sûr, vous voyez. Donc il y a un décrochage de gens qui sont déçus de ce que on leur a parlé de la mondialisation heureuse et autres fadaises. Ça ne se passe pas du tout comme ça pour eux. Alors il y avait l'idéologie OMC pendant longtemps qui traitait les gens comme des consommateurs. Alors les gens sont contents d'acheter que tout ce qui est IFI, télé, tout ça soit 50 fois moins cher qu'il y a 30 ans, fabriqué en Chine, mais il y a tout le reste qui est dévasté par ailleurs. La structure sociale, la structure des pays, enfin, tout ça. Donc il y a un décrochage. Après, ça ne sert à rien d'insulter les gens qui votent comme ça. C'est pas en les traitant de populistes ou d'extrémistes nauséabonds à des 30 et compagnie que ça les fait changer d'avis. Il faut traiter le sujet. Comment? En matière européenne, en matière d'Europe. Moi, j'étais secrétaire général de l'Élysée au moment de Maastricht. Toutes les autorités, à commencer par Mitterrand, qui avait quand même un poids plus fort que les autres, étaient pour le oui, et tout le monde était pour le oui, sauf le Front National, en gros. Le oui est passé avec un point d'écart. Un point d'écart en 92. Alors que la mondialisation avait été moins perturbante que maintenant, que l'intégration européenne, qui est très enrichissante et puissante, mais en même temps perturbante, était moins avancée. On n'a jamais tenu aucun compte de ça. On s'est borné à dire que les gens qui votaient comme ça étaient des crétins archaïques, illettrés, fascistes, je sais pas quoi, bon, le péniste et compagnie. Donc les gens étaient de plus en plus furieux, et quand on est arrivé au traité constitutionnel de 2005, il a été rejeté en France, encore plus aux Pays-Bas. Le chancelier Schröder m'avait dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il avait dit que s'il y avait eu un référendum en Allemagne, le non aurait pu passer. On ne fait pas de référendum. Oui, vous ne pouvez pas. Mais je lui avais dit, mais pourquoi vous me dites ça? Puisque l'Allemagne se présente toujours comme plus pro-européenne. Schröder était assez direct, assez cash. Il m'a dit d'abord, pro-européenne, ça c'est avant la réunification. Et deuxièmement, les lenders, alors vous serez peut-être choqués, mais il m'a dit les lenders ne supportent plus le grignotage de souveraineté par la Commission alliée avec la Cour de justice. Bon, on n'aura jamais la preuve. Hein. Bon, donc quand on regardait que demandent les gens à travers les votes, les études, les sondages, ils veulent garder une certaine identité, ne pas être complètement dissous dans une sorte de magma. Ils veulent garder un peu de souveraineté. Ils veulent être en sécurité par rapport à des tas de trucs, y compris l'immigration massive, tout ça. La plupart des élites ont dit c'est dégoûtant tout ça. C'est atroce, c'est monstrueux, on ne peut pas accepter tout ça. Donc les élites n'ont pas répondu, n'ont pas pris au sérieux, comme vous le disiez. Hein. Ils ont insulté les peuples qui se durcissent.
Si on avait répondu un peu calmement à toutes ces questions en les désamorçant de ce qu'elles peuvent comporter de dangereux, vous avez signalé qu'il faut combattre le Front National et compagnie, serait à 15%, si on avait fait ça. Donc à mon avis, il faut en effet traiter les bases, entendre, écouter, canaliser, répondre d'une façon qui apaise mais qui convainc en même temps. Et ça ne concerne pas que l'Europe, mais ça nous concerne au premier chef. Merci. Une dernière question, ça va être très difficile parce qu'il nous reste juste 4 minutes. Et cette fois, c'est Nancy et le lycée Jeanne d'Arc qui va poser cette question. Bonjour, je suis donc élève de première au lycée Jeanne d'Arc à Nancy. Et dans ma classe, on se demandait si la France et l'Allemagne avaient des projets prévus en commun dans l'avenir. Merci. Bon, Telegram, oui, on a plein de projets en commun. Il y a plein de projets qui ont été décidés. Malheureusement, dans les opinions publiques, souvent on parle des choses encore à régler et pas des projets qu'on a mis sur les rails. Il y a eu des décisions importantes en été 2017 sur des projets de futurs armements communs. Ça peut vous paraître un détail, mais c'est très important pour la cohésion et pour le futur développement aussi d'une stratégie commune, de la capacité d'agir en commun. On a signé en début de l'année un nouveau traité franco-allemand qui est peut-être moins emblématique que le traité d'Élysée, mais qui contient beaucoup de projets très concrets, aussi bien en matière de recherche, en matière d'intelligence artificielle, en matière d'éducation, en matière de travail transfrontalière. Donc sur beaucoup de sujets, des projets très concrets qui ont été mis en route, qu'on est en train de mettre en place. Et on a évidemment, avec la nouvelle commission et le nouvel cycle de la commission, des ambitions communes pour ce que l'Europe doit aborder dans les 2-3 années à venir. C'est toujours le début d'un cycle institutionnel qui donne les opportunités de lancer des initiatives. C'est très important d'avoir en tête tout ce qui existe et les projets qui sont dans le processus déjà, en effet, de ne pas se concentrer sur ceux qui ne marchent pas encore. Moi, j'ajouterais qu'il y a un champ d'avenir qui me paraît énorme. On va devoir écologisation, comme on a parlé d'industrialisation, sans arrêt, dès 7 minutes, mais aussi pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Aujourd'hui, il y a un désaccord, enfin, il y a une différence énorme entre France et Allemagne à cause du nucléaire, du charbon, de trucs comme ça. Mais le champ de l'écologisation est beaucoup plus vaste. Et ça suppose énormément d'avancées. Pas uniquement des lois, et des décrets, et des taxes, non, mais énormément de bons en avant technologiques, travail d'ingénieurs, de chercheurs. Il y a un champ énorme qui sont liés au climat, biodiversité, recyclage, déchets et compagnie. Là, il n'y a aucune raison que la France et l'Allemagne aient des approches différentes. Nous avons des potentiels, ils ont un potentiel industriel incroyable, nous, plus assez, il faut remonter, technologique, scientifique. On peut avoir des projets extraordinaires dans ces domaines, dans les temps qui viennent, avec la Commission comme moteur, mais ça peut être du bilatéral, ça peut être quelque chose qui est fait par un groupe de pays. Airbus, par exemple, c'est très génial. Airbus n'a pas été fabriqué par la Commission. Hein. C'est des industriels, des dirigeants, des ministres intelligents qui montent le truc. Il peut y avoir des tas d'exemples comme ça dans ce domaine-là, je crois. Les contraintes de l'emploi du temps de nos deux invités sont extrêmement rigoureuses. On va garder nos lycéens encore 1 minute, si vous avez la gentillesse de bien vouloir vous asseoir. Je voudrais, en qualité de président du Centre mondial de la paix, remercier les organisateurs de ces 3 journées de rencontres, et au premier rang d'entre eux, l'équipe même du Centre mondial. Je voudrais remercier tout particulièrement nos 2 invités et m'adresser aux lycéens qui n'ont pas encore compris qu'on avait besoin d'eux
et qu'on a besoin d'eux pour l'avenir de moyen et de long terme, et pas simplement pour l'avenir immédiat. Vous êtes lycéen d'une région, le Grand Est, qui a la double culture romane et germanique. En Alsace, c'est particulièrement évident. En Champagne-Ardenne, c'est sans doute moins présent. Et en Lorraine, nous avons cette tradition. Je ne voudrais formuler qu'un seul vœu au terme de cette rencontre, c'est que nous fassions les uns et les autres l'effort de comprendre nos différences et nos singularités. La seule façon de travailler entre Français et Allemands, c'est que les Français comprennent qu'ils ne sont pas des Allemands comme les autres et que les Allemands soient acceptés comme n'étant pas des Français à part. Nous avons nos cultures, nous avons nos différences, nous avons à l'égard de la vie des attitudes qui ne sont pas les mêmes et qui s'enrichissent de leur confrontation. Nous pouvons le dire, Excellence, parce qu'ici, en Lorraine, nous avons à la fois des terres germaniques dont nous voyons les comportements au quotidien, même s'ils parlent français, qui ne sont pas tout à fait les comportements qu'on trouvera dans la partie argonnaise ou champenoise. Donc nous sommes plus que d'autres en France, et sans doute peut-être les seuls en France à comprendre les différences. Et c'est parce qu'on comprend les différences qu'on peut bâtir des alliances et que l'on peut bâtir des coopérations. Merci d'en avoir été aujourd'hui les témoins de l'immense nécessité, car le franco-allemand, ce n'est pas une liturgie, c'est une passion qu'il faut vivre et entretenir par ce que vous avez évoqué, se parler, s'entendre pour se comprendre et pour construire.